Bonsoir, dans l'actualité, rencontre du ministre de la Justice avec le secrétaire général des Nations Unies. Le dossier du 28 septembre était sur table à New York. Nous ferons le point avec notre équipe sur place. Autre image, l'hépatite B, la maladie tue plus de 700 000 personnes chaque année dans le monde. La prise en charge est-elle effective à Conakry? Nous verrons comment. Et puis du foot, le lauréat athlétique éliminé de la Ligue africaine des clubs champions face aux Esco United de la Zambie ce dimanche à Conakry. Malgré sa victoire 2-0, le point dans Guinée Info. Voilà pour les titres de l'actualité. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur la télévision nationale. À la une ce soir, la Guinée et l'Arabie Saoudite renforcent leur coopération. Le président Alpha Condé a rencontré ce lundi à Riyad plusieurs hommes d'affaires saoudiens et le vice-prince héritier du royaume. Ils ont essentiellement échangé sur la collaboration dans les domaines de l'agriculture et de la défense. On voit cela avec notre envoyé spécial à Riyad, Sanassi Keita. Le soutien de l'Arabie Saoudite à la Guinée dans le domaine de l'agriculture. C'est en substance l'objectif de cette rencontre entre le président de la République et le ministre saoudien en charge de l'agriculture. Il était question de voir avec son Excellence Monsieur le Président de la République de voir au moins comment renforcer les relations d'amitié et de coopération dans le domaine agricole. Et son Excellence Monsieur le Président de la République a donné des informations nécessaires devant permettre aux investisseurs saoudiens d'investir dans le domaine agricole. Il était question de voir ici quels sont les avantages de l'investissement dans ce domaine-là. Monsieur le Président de la République leur a assuré, leur a donné des informations très larges dans ce domaine et il fera de son tour remonter ces informations à Sa Majesté et remonter ces informations aux investisseurs saoudiens afin qu'ils puissent venir investir dans le domaine agricole en Guinée. Dans la même dynamique de soutien à la Guinée, le président de la République reçoit également le président du Conseil des chambres d'Arabie Saoudite. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et Dr Abdul Rahman Al-Jamil ont gravité autour du renforcement du partenariat public-privé entre la Guinée et l'Arabie Saoudite. Il était question, il a discuté avec son Excellence Monsieur le Président de la République, les voies au moyen pour promouvoir l'investissement, promouvoir l'échange entre les deux pays, entre les hommes d'affaires saoudiens et guinéens, et créer un environnement favorable à cet investissement et organiser dans le maire de un forum guinéo-saoudien pour les hommes d'affaires guinéens et les hommes d'affaires saoudiens pour qu'ils puissent discuter et pour qu'ils puissent échanger et voir même comment établir des relations commerciales, des investissements dans le Verdun. La Guinée aujourd'hui pour eux est considérée comme l'un des pays favorables, l'un des pays prioritaires pour pouvoir inviter, pour pouvoir investir. Ils ont fait appel, il va promouvoir cette démarche à sa qualité de président du conseil des chambres saoudiennes et il fera son mieux pour que nous puissions avancer et pour que nous puissions mettre en place le mécanisme permettant les opérateurs économiques guinéens et les hommes d'affaires saoudiens d'échanger, de travailler ensemble et faire la promotion nécessaire pour les investissements réciproques. Les hommes d'affaires guinéens qui accompagnent le chef de l'État sont ravis de cette rencontre qu'ils jugent fructueuse. On est très heureux aujourd'hui, le président de la République même, il comprend maintenant, dans un pays, on doit compter sur le secteur privé. On a dit à l'Arabie Saoudite ici, tout est assis sur le secteur privé. On a vu ici un homme d'affaires tout à l'heure qui vient de dire, ça fait 40 ans, il était à 2 millions de dollars. On se dit, il a un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de dollars. Ça montre une entreprise, s'il est accompagné, si on les laisse travailler, si on les accompagne comme ce qu'ils sont en train de faire ici, comme les présidents de la Guinée commencent à faire, bientôt, vraiment, la Guinée va être un pays émergent. Nous avons deux handicaps majeurs que nous devons très rapidement régler en Guinée. Il s'agit de la question de la chambre de commerce
il s'agit du secteur privé du patronat. C'est vrai que le président de la République souhaite se faire accompagner par les opérateurs guinéens, mais quand nous nous déplaçons avec le président, nous venons là en tant qu'entreprise, alors que nous devons être dans une structure qui défend l'intérêt de tous les Guinéens. Et cela dans l'intérêt de nous opérateurs, mais en plus de l'intérêt du gouvernement pour au moins améliorer les recettes de l'État. Enfin, le chef de l'État a reçu en audience le ministre de la Défense, Son Altesse royale Mohamed bin Abdelaziz Al Saoud, vice-prince héritier d'Arabie Saoudite. Les questions de défense et de sécurité étaient au cœur de cet entretien de plus d'une cinquantaine de minutes entre le président de la République et le ministre saoudien de la Défense. Je l'apprends au même moment que vous, le président de la République est arrivé ce soir à Médine en compagnie d'une importante délégation. Nous reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial, Sanassi Keita. Je vous amène à New York, aux États-Unis. Le ministre de la Justice présente au secrétaire général des Nations Unies les réformes engagées dans son département, lutte contre l'impunité, le dossier du 28 septembre. Le procès est attendu cette année à Conakry. Sur la question « Où en sommes-nous ?» Élément de réponse avec notre correspondante aux États-Unis, Fatmata Samoura. Deux sujets importants sont au menu de ces discussions entre Ban Ki-moon et Maître Cheikh Sako. Le renforcement de l'état de droit et l'égalité entre hommes et femmes. Pour le patron de l'Organisation des Nations Unies, l'avènement des sociétés apaisées passera forcément par le respect de ces deux principes tels que définis par les objectifs de développement durable, ODD. Nous avons été invités par le secrétaire général à un entretien cet après-midi. Au cours de cet entretien, bien évidemment, j'ai remercié M. le secrétaire général au nom de M. le Président de la République de Guinée, au nom du peuple de Guinée, pour l'appui apporté par le secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. J'ai insisté là-dessus puisque son rôle a été déterminant. Ensuite, j'ai réitéré la demande d'appui à M. le secrétaire général pour la lutte contre l'impunité, plus précisément l'appui à la chaîne pénale. Là aussi, c'est un objectif de M. le Président de la République de Guinée, c'est l'objectif également du gouvernement guinéen. M. le Président de la République avait soumis une requête au secrétaire général des Nations Unies pour l'envoi d'une mission d'évaluation touchant entre autres aux problèmes liés à la justice. Alors, je suis venu également réitérer cette demande-là pour que les travaux de cette mission des Nations Unies puisse prendre corps dans notre pays. Le locataire du Palais de Verre de Manhattan a salué les avancées réalisées dans le dossier des massacres commis à Conakry en 2009. Ban Ki-moon a aussi encouragé les autorités guinéennes à poursuivre ces efforts jusqu'au procès. Actualité nationale, signature de convention ce lundi entre le Centre national de surveillance des pêches et la préfecture maritime. La convention vise à définir un cadre général de synchronisation des activités des deux institutions pour maximiser les résultats dans la lutte contre la pêche illicite en Guinée. Le point avec Alassane Djougobari. La décision de mettre en pratique cette étape était l'une des principales recommandations de l'Union européenne à la Guinée pour le retour de notre pays au sein des nations coopérantes avec le marché commun européen. Chercher et constater en temps réel et a posteriori les infractions commises par les navires de pêche et embarcations de pêche artisanale, contrôler les captures, superviser les opérations de transbordement, participer au suivi des débarquements des captures et des produits de pêche, réaliser la visite technique des navires demandeurs de licence conformément au manuel de procédure en vigueur. Ce sont là, entre autres, articles de cette convention. Désormais, la préfecture maritime et le Centre national de surveillance maritime vont procéder au partage de données et d'expertise en vue d'aboutir à une synergie dans le traitement des dossiers liés aux pêches illicites. Nous avons des moyens de surveillance satellitaire à travers le sémaphore, quand bien qu'ils ne travaillent pas, mais nous avons les moyens de bord que vous venez de voir dans la salle du centre opérationnel maritime. En AIS, on peut voir les activités de certains navires à l'instant T dans l'espace maritime guinéen.
Donc nous essayons de les observer, de voir si nous constatons des itinéraires, si vous voulez, un cap bizarre d'un navire. Si c'est un chalutier, on ne retarderait pas d'alerter le CNSP ou si c'est un cas d'alerter les autorités compétentes ou les structures compétentes pour pouvoir réagir vite. Le CNSP voit les navires de pêche qui ont les balises et la préfecture maritime voit tous les navires, l'espace maritime guinéen. Cet outil performant est un enjeu de souveraineté, mais également un enjeu économique qui sauvegarde les ressources halieutiques et garantit les recettes attendues de celles-ci pour le budget national. Un signal fort de la part du gouvernement guinéen, selon le ministre de la Communication, qui soutient que désormais l'espoir est permis dans les relations de partenariat entre la Guinée et l'Europe dans le secteur de la pêche. C'est un échange de vues sur un secteur qui n'est pas seulement un secteur national, mais c'est un secteur international dans lequel les différents acteurs ont des enjeux, des intérêts. Et je crois dans ce sens-là qu'il faut voir ça de manière beaucoup plus positive que conflictuelle. Ainsi, une importante étape vient d'être franchie dans le processus de normalisation de la pêche en Guinée. À l'intérieur du pays, fin à Cancan de la revue trimestrielle des structures déconcentrées du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. La campagne s'est fixée pour défi d'évaluer le système éducatif à la base. La majorité des écoles enregistrent un taux de scolarisation encourageant. Images et reportages de notre envoyé spécial dans la région de Cancan, Moussa Komara. Après les régions administratives de l'Abbé, Mamou et Zérékoré, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation évalue les inspecteurs régionaux et directeurs préfectoraux de l'éducation de Cancan et Farana. L'exposé porte sur l'état d'avancement des programmes, la gestion des manières scolaires, l'effet du redéploiement du personnel enseignant et le besoin dans les écoles. Les résultats de cette première revue trimestrielle sont reluisants. Et pendant longtemps, nous avons fonctionné avec une partie du corps enseignant qui était des contractuels communautaires, donc des contractuels pris en charge par la communauté. Et nous avons décidé dans le cadre du redéploiement, puisque certains enseignants malheureusement étaient encore en surnombre par endroit, il était question de façon très normale de faire en sorte que ces employés soient redéployés pour que nous puissions couvrir, en tout cas, si ce n'est pas la totalité, mais une très bonne partie de ceux aujourd'hui qui sont considérés comme ces écoles qui ont encore utilisé des contractuels communautaires. Dans la préfecture de Mandiana, l'éducation scolaire est devenue une priorité pour tous. La localité compte à date 39 908 élèves, dont 12 517 filles. 630 enseignants, dont 347 titulaires, 266 contractuels communautaires et 55 de l'État facilitent les cours. À Mandiana, il n'y a pas une école qui ne soit pas tenue par au moins un enseignant. Évidemment, il y a des enseignants qui tiennent des classes multigrades, c'est-à-dire deux niveaux différents sont tenus par un enseignant. Ça, c'est aussi une technique pour résorber le déficit en enseignants. À Dinguiraï, le taux de scolarisation était en baisse dans un passé récent. Aujourd'hui, il y a une nette amélioration grâce à l'effort des autorités de l'éducation qui ambitionnent de faire de l'éducation pour tous une réalité. Avec la construction de 53 écoles par plan Guinée, le taux là est estimé aujourd'hui à plus de 45% par rapport à hier. De Boula, Sabadou, Baranama, Salasila dans Cancan, à Doko et Kourémaré dans la préfecture de Sigiri, le chef de département a visité les écoles. Partout, il a conféré avec les communautés afin d'identifier les problèmes. Ibrahima Kounouma a ainsi encouragé les parents à scolariser les enfants afin de combattre la pauvreté et l'analphabétisme dans le pays. Autre image des kits informatiques pour des étudiants malvoyants du centre Sogué, une initiative de l'association Guinée Solidarité et les Amis du Futur. L'objectif étant d'améliorer progressivement les conditions d'apprentissage des non-voyants de Conakry. Reportage de Moussa Mikini Kamara. Les images sont commentées par Mamasiata Kamara. 10 ordinateurs et des kits scolaires, c'est un geste de l'ONG Les Amis du Futur et de l'association Guinée Solidarité. Ce don est destiné au centre Sogué de Taouya qui abrite 37 élèves non-voyants, dont 14 filles. Avec ce matériel, ces deux organisations entendent améliorer progressivement les conditions de formation des handicapés visuels. L'objectif, c'est d'installer 20 machines dans cette salle
Mais on s'est dit, avec l'arrivée de nos partenaires, en l'occurrence Guinée Solidarité, Strasbourg et l'association humanitaire Conseil d'Europe, il fallait aller avec le projet, avec le peu de moyens que nous avons. Le choix est tombé sur les élèves non-voyants parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer il y a maintenant 8 ans, je pense. J'ai rencontré les premiers non-voyants de l'école. Ces non-voyants, nous les avons parrainés. Je m'occupais des parrainages à cette époque. Et ces non-voyants m'ont toujours interpellée. Et je pense que leur interpellation n'a jamais été vaine, même si elle ne s'est pas concrétisée tout de suite. Ces non-voyants ont toujours été dans mes pensées. En recevant ces kits, les bénéficiaires promettent d'en faire bon usage. Ils interpellent d'autres donateurs. C'est de dire aux ONG, c'est de dire vraiment à toutes les personnes de bonne volonté de nous appuyer parce que la personne handicapée, comme on l'imagine, ce n'est pas une personne dont le rôle, n'est-ce pas, se limiter uniquement à tendre la main devant les mosquées et les églises à la recherche du quotidien, mais c'est aussi un être humain qui peut bel et bien participer au développement socio-économique de notre nation. L'ONG Les Amis du Futur et l'association Guinée Solidarité sont plus que jamais déterminés à renforcer la capacité du centre Sogui. De nouvelles actions d'assistance sont annoncées dans les prochains mois en faveur des malvoyants. Chapitre santé en images tout de suite. Aminata Diallo, guérie d'hypermastie, une malformation des seins. Elle surmonte progressivement ce handicap qui l'avait éloignée des salles de classe. Elle a retrouvé sa place dans son école, à Fria, après une intervention chirurgicale réussie en France. Une nouvelle vie pour cette jeune élève qui avait perdu la joie d'être entre amis. Younous Atawel Kamara la présente. Témoignage. Des chants d'amis accueillent Aminata Diallo. À 13 ans, cette fillette retrouve l'ambiance scolaire après 3 ans d'absence. Aminata avait été contrainte d'abandonner ses études pour s'occuper de sa santé. À 10 ans, elle a été victime du développement prodigieux de ses seins. À travers la fondation Prosmi, Aminata a subi une intervention chirurgicale en France grâce au soutien d'une ONG. Aujourd'hui, Aminata est guérie d'hypermastie. Avant, j'avais une maladie, j'avais honte de venir à l'école. Maintenant, je suis en bonne santé, je me sens très bien. Je suis très heureuse. Je remercie Madame la Première Dame. Je remercie la chaîne de l'espoir. Je remercie toutes les personnes de bonne volonté qui m'ont aidé à me soigner. Pour rattraper son retard scolaire, Aminata suit des cours particuliers. Elle est déterminée à retrouver son meilleur niveau à l'école. Cette année, elle compte décrocher son certificat d'études primaires. Pour y arriver, elle bénéficie du soutien de ses camarades et des parents. Je suis contente de revoir ma copine. Je remercie le peuple de Guinée à travers les bonnes volontés. Nous sommes très heureux de voir notre camarade en bonne santé. Je remercie la Première Dame et les personnes de bonne volonté du soutien de notre camarade. Je vous remercie. Aminata réintègre donc une vie normale. Mais pour elle, rien ne sera plus comme avant. La solidarité humaine, le goût de la réussite ont un sens pour elle. Et puis à Mamou, les professionnels de la santé et leurs partenaires échangent sur la gestion des situations d'urgence. L'épidémie d'Ebola de nouveau dans le pays a révélé par exemple une faiblesse des actions de prévention des crises. Les travaux devraient permettre d'améliorer ce système, comme le montre ce reportage de notre correspondant à Mamou, Mamadou Paté-Baldé. Dans son combat quotidien contre les maladies épidémiologiques, le système sanitaire guinéen est souvent confronté à des réticences. Des réticences dues à une crise de confiance et à des fausses rumeurs. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'Organisation mondiale de la santé s'engagent à mettre fin à cette crise entre communautés et acteurs sanitaires. Cet atelier permet de renforcer les capacités des mobilisateurs, les capacités des agents de santé et aussi des communicateurs pour pouvoir mettre en synergie nos efforts et lutter contre les rumeurs et lutter contre les refus pendant les campagnes, pendant les activités de santé. La communication sur les risques et la communication des crises sont deux concepts qui entravent la mise en œuvre de multiples activités du ministère de la Santé en Guinée.
Il s'agit donc pour l'Organisation mondiale de la santé d'amener les acteurs à appliquer les principes de communication et les moyens efficaces en situation d'urgence épidémiologique. En matière de communication de risque, on doit prendre en compte la perception pour adapter le message et délivrer un message qui va aider au changement. Et c'est ce qu'on est en train de faire pendant 3 jours. Et le deuxième volet, c'est la notion de crise. Parce que le risque, c'est en amont et on essaie de le prévenir pour ne pas arriver à la crise. Mais malheureusement, les crises vont toujours arriver, mais avec peut-être une moindre magnitude. Et la gestion de la crise, il y a également des éléments stratégiques et conceptuels qu'on va mettre à la disposition des participants pour qu'ils puissent gérer la crise. L'OMS fonde beaucoup d'espoir sur la maîtrise de ces concepts et s'engage à accompagner les médias guinéens à mettre à l'abri le programme de santé contre toute rumeur et crise et communiquer efficacement pour donner des bonnes informations à la population afin qu'elle s'engage dans cette lutte. Ebola refait surface en Guinée, vous le savez. Je reçois sur ce plateau en direct Fodeta Silla. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes responsable de la communication de la coordination nationale de lutte contre Ebola en Guinée. Les premiers cas sont enregistrés à Koropara, à Zérikore. Quelle est la situation aujourd'hui? Bon, il faut dire que ceci a commencé donc le 27 février à Koropara avec le décès d'une dame qui a été enterré par la communauté. Ça, c'était le 27 février. Le 9 mars, son époux est décédé. Et le 15 mars, c'est la seconde épouse qui est décédée. Et pendant ce temps, la troisième femme avait sa fille de 8 ans, qui fait d'ailleurs deuxième année de l'école primaire de Koropara, qui était malade aussi et qui présentait les mêmes signes. Donc, on a été alerté et on est arrivé là-bas avec les responsables régionaux et préfectoraux de Zérikore. Ces 2 patients ont été extraits, amenés donc à l'hôpital de Zérikore. Le laboratoire a examiné les échantillons et malheureusement on a trouvé que les 2 sont positifs à Ebola et c'est ce qui a relancé aujourd'hui en Guinée cette épidémie. Tout de suite, on l'a vu dans le reportage de notre correspondant à Mamou, Mamadou Paté-Baldé. Il parle justement de gestion d'urgence épidémiologique. Après, disons que Ebola refasse surface à Zérikore, qu'en est-il justement de cette gestion? Est-ce que les citoyens sont réticents justement par rapport aux actions de prévention de la maladie? Ça, il faut le dire et il faut le souligner parce que avec notre rencontre samedi dernier et donc avant-hier avec les populations de Koropara, les porte-parole des jeunes, des femmes, des sages nous ont chargé de dire clairement que le nom de leur village est Sali, parce qu'on a dit qu'ils ont fui, ils sont dans la brousse ou bien qu'ils sont prêts à agresser tous ceux qui pouvaient intervenir là-bas. 816 contacts. Oui, ils nous ont chargé de laver le nom de leur village, en quelque sorte, comme on le dit, et parce qu'on a trouvé une population qui attendait, parce que Ebola était passé à Koropara. Il y a eu 19 morts. Koropara aujourd'hui, il y a 4 guéris d'Ebola, donc les populations de Koropara savent c'est quoi Ebola et donc ils nous ont attendus. Eux-mêmes avaient commencé les recensements d'ailleurs des contacts parce que vous savez dans nos villages quand il y a des décès surtout de 3 personnes en rang, les gens viennent de tous les côtés. Donc ils avaient commencé à recenser, faire la liste de tous ceux qui ont participé. Aujourd'hui, on est à 816 contacts déjà recensés dans 107 familles et nous nous préparons à aller pour le cerclage à Koropara. Justement, 816 contacts recensés. Qu'est-ce que la coordination nationale de lutte contre Ebola fait à ce jour justement pour limiter la propagation de l'épidémie? Exactement. D'abord, les barrages sanitaires sur, vous savez que la route de Koropara aujourd'hui, c'est la route pour aller à Bela parce que la route de Gouéké est en train d'être goudronnée, donc la déviation passe par Koropara. Donc nous, c'est les barrières sanitaires que nous installons. Tous ceux qui viennent, même les camions, même le chauffeur, tout le monde descend pour laver la main et puis flasher au thermoflash pour voir la température. Ensuite, nos équipes sont maintenant en ce moment même en train de s'installer à Koropara depuis samedi. Vous savez, un centre de transit est construit là-bas, ça n'a pas servi, Ebola était terminé. C'est ce centre que nous remettons en état avec les bâches et
nos équipes vont être sur place d'ici jeudi. Le cerclage va commencer. Tout sur place, les médicaments, les vivres pour les populations, les 816 contacts et plus d'ailleurs, parce que le recensement continue. Tous vont être donc dans notre stratégie de cerclage avec les vivres, avec les soins gratuits de toutes les maladies pendant 21 jours pour que l'épidémie ne peut pas aller ailleurs, et nous croyons que nous allons limiter l'évolution de cette épidémie. On parle d'essais vaccinal justement dans la localité, vous le confirmez à quelques mots? Exactement, nos équipes de vaccination sont déjà en place et depuis ce matin, le vaccin est en route vers là-bas et très rapidement, nous allons commencer aussi la vaccination. C'est pourquoi, à la coordination nationale, on n'est pas très paniqué parce que nous demandons à chacun d'être serein, mais à chacun d'être vigilant et de continuer à laver la main. Fourita Sila, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication de la coordination nationale de lutte contre Ebola. On en parle peu, l'hépatite B se révèle comme une tueuse silencieuse, notamment dans les pays en développement où la prise en charge reste un problème majeur. Plus de 780 000 personnes dans le monde en meurent chaque année selon l'OMS. En Guinée, les statistiques ne sont pas connues, mais les dépistages sont possibles, de même que le suivi des malades. Tcherno Maroufba et Al-Gassimou Dialous ont rencontré des patients du centre SOS Hépatite Guinée. Ils racontent leur histoire dans ce reportage exclusif de la télévision nationale. Salematou vient de la Sierra Leone. Elle se fait dépister dans ce centre consacré au traitement de l'hépatite à Conakry. Après une demi-heure de consultation, les résultats des examens confirment la présence de l'hépatite B chez cette fille de 20 ans. Salematou sait désormais de quoi elle souffre depuis plus d'1 mois. J'ai eu cette maladie en Sierra Leone et on ne m'a jamais dit réellement si j'avais l'hépatite B. Mais aujourd'hui, par ces textes, j'ai su réellement ce qui m'empêche de bien dormir et de faire d'autres exercices. Comme Salematou, cet enseignant venu de Mandiana est testé positif de l'hépatite B. Désormais, il est soumis à un suivi médical strict. Voilà, vous voyez la tumeur. Pratiquement, on fait la différence avec une cardiopathie parce qu'on peut avoir une hépatomégalie d'origine cardiaque. Mais ici, c'est une hépatite compliquée de cirrhose et ou de tumeur. J'ai été surpris de cette maladie quand, bien avant que ces symptômes-là viennent, un peu que je ne crois à rien. Mais c'est en février que j'ai su que c'est quelque chose qui va m'arriver. Ces photos montrent quelques signes de manifestation de l'hépatite B. Elles ont été prises il y a 2 semaines à ce centre SOS Hépatite Guinée. Après 2 semaines de traitement, le patient recouvre progressivement sa santé. La Guinée dispose de grands spécialistes d'hépatite B. Malheureusement, il y a très peu de communication autour de cette tueuse silencieuse. L'hépatite A se trouve chez nous, comme ça se transmet par voie hydrique, l'eau sale, les aliments souillés, tout ça là. Mais l'hépatite A est moins grave parce qu'elle donne une immunité naturelle, définitive. L'hépatite B, c'est là où il y a le problème. Le virus de l'hépatite B est 100 fois plus infectieux que le VIH. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans toutes les sécrétions génitales de la femme, de l'homme, toutes les sécrétions sexuelles. Il se retrouve dans le sang et les dérivés. Le virus de l'hépatite B se trouve dans la salive, contrairement au VIH. La salive, la sueur, les larmes, les selles, les urines. Donc, la sueur, ce qui veut dire que le virus est très contagieux, même dans les familles nombreuses avec l'entourage. L'hépatite est une inflammation du foie, le plus souvent causée par un virus, mais parfois par l'alcoolisme ou par une intoxication due à un produit chimique. Les symptômes varient d'une personne à une autre et dépendent de la cause de l'hépatite.
Cette maladie est considérée ces dernières années plus grave que le VIH-Sida par le fait de son ignorance par les populations. La Guinée est le deuxième pays de l'Afrique de l'Ouest où cette maladie est plus répandue. Pourtant, l'hépatite B, l'une des 5 variantes de la maladie, peut être évitée par un simple vaccin. Les paroissiens de Saint-Charles-Louanga de Sonfonia ont célébré ce dimanche la fête des rameaux dans une concession qui fait office d'église depuis plusieurs années. L'occasion pour le curé de la paroisse d'interpeller ses fidèles sur l'urgence de la construction d'une chapelle pour la communauté. Reportage de Bernard Tonguino et Jean Dunamo. Sur plus de 500 mètres de procession en brandissant les rameaux, les fidèles catholiques de Saint-Charles-Louanga de Sonfonia commémorent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. En ce dimanche des rameaux, l'évangile de la Passion rappelle la souffrance et l'endurance du Christ pour le monde. Un monde aujourd'hui en proie aux différentes formes de violence. Le message de la croix que nous devons porter doit puiser ses forces dans l'unique croix de Jésus-Christ, laquelle nous invite jour après jour à promouvoir les valeurs de l'amour, du pardon, de la fraternité, mais qui nous invite aussi à communier avec ceux et celles qui souffrent de la violence et de la haine des hommes et des femmes que nous sommes. Dans cette paroisse de la banlieue, près de 5000 fidèles continuent de prier sous les tentes. Cette journée de fête est mise à profit pour multiplier les appels à la mobilisation des fonds pour la construction de l'église de la paroisse de Sonfonia. Une paroisse créée il y a 10 ans. C'est une paroisse universitaire qui est en banlieue. Vous-même, vous avez vu aujourd'hui le monde venant de tous les horizons, de la Guinée et d'ailleurs en Afrique. Alors cette paroisse a besoin d'être construite pour pouvoir décemment passer la parole de Dieu. Nous nous engageons tous les jours à faire de cette église et notre demeure. C'est mieux de penser à contribuer, à payer les dîmes, à payer les cotisations, à payer les deniers de culte qui rentrent dans cette contribution pour faire de notre maison notre propre demeure. La fête des rameaux, c'est aussi le moment de faire des dons et d'organiser la traditionnelle quête spéciale pour la poursuite du chantier paroissial. Instant accompagné de cantiques pour inciter les fidèles à faire plus de sacrifices pour la réalisation de ce temple de Dieu. On termine avec du foot. Le Horea de Conakry ne jouera pas la Ligue africaine des champions. Malgré sa victoire contre le Zesco United de la Zambie, score final 2-0. Il fallait un troisième but sans encaisser pour se qualifier. Kadiatou Traoré revient sur les moments forts de cette rencontre. Finalement, le deuxième miracle du football guinéen ne s'est pas réalisé ce soir au stade du 28 septembre entre l'Horea Athletic Club et le Zesco United de la Zambie. Battu à l'aller 4-1, le champion de Guinée avait besoin de remonter 3 buts pour se qualifier. En première période, sur 2 pénaltys, Daouda Kamara inscrit 2 buts pour la Guinée. Un score qui ne résolvait pas le problème de Horea AC. À la reprise, les rouges et blancs tentent le tout pour le tout, afin de marquer ce 3e but synonyme de qualification, mais en vain. On n'a pas été assez adroit à l'approche des 20 derniers mètres, et notamment dans les 18. Et ce soir, on paye un petit peu sûrement ce manque d'efficacité. Vous savez, je crois que quand on est dans les 18 mètres, il faut un petit peu avoir l'œil un peu plus levé, la tête un peu plus levée, être un peu plus dans le dernier geste, dans la dernière frappe ou la dernière passe. Être un peu plus juste et malheureusement on n'en est pas capable. Ce fut vraiment un week-end noir pour le football guinéen. 3 éliminations en 3 jours, c'est une chose difficile à avaler. Mais en football, tout peut arriver. Rendez-vous est pris pour le 25 mars au stade du 28 septembre où le Sili Senior recevra l'équipe nationale du Malawi. C'est un match qui rentre dans le cadre des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Vous l'avez compris, pour être donc complet sur l'actualité sportive, j'ajoute que les poulains de Luis Fernandez rallye Conakry. Le Sili national affronte ce week-end le Malawi au compte de la 3e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Convoqué, Ibrahima Traoré est attendu à Conakry dans les jours à venir. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Bambo Village et partout à Guékédou. Bonsoir. Thank you.
Thank you.